C'est là qu'on voit, en t'entendant, avec toutes les explications que tu apportes, les origines profondes du mal, profondes et diverses, et que finalement, tout ça, ça explose en 1789. Parce que 1789, en fait, est un réceptacle qui permet de passer à une vitesse supérieure. Et une chose qui est intéressante, c'est on a parlé toi et moi de la famille de Hesse-Cassel, Charles et Guillaume de Hesse-Cassel, et que Charles de Hesse-Cassel a pris la suite de Moses de Posca, qui était le petit cousin, pardon, de Jacob Frank, et que en fait, j'aurais presque envie de te poser la question, mais j'évoque le truc. Napoléon Ier a enraciné les principes de 1789, mais il était en guerre avec l'Angleterre protestante, et le fils aîné de Mayer Amschel Rothschild, Nathan Mayer, a financé les guerres de Napoléon. À titre personnel, j'ai lu le livre de Wilhelm Backhaus, qui est toujours, je crois, le président du musée du judaïsme de Francfort, et qui a travaillé sur les archives Rothschild, et qui explique, entre autres, le principe de la Haskalah au XVIIIe siècle, et de cette rivalité entre clans juifs, en particulier à Francfort, entre les modernistes, ceux qui vont donner donc naissance à la Scala avec Mendelssohn, etc., et puis ceux qui étaient restés fidèles à un idéal judaïque plus traditionnel, entre guillemets. Et il cite dans son ouvrage sur Mayer Amschel Rothschild les liens avec tous les banquiers de l'époque, entre autres un banquier allemand qui s'appelait Bethmann Hollweg, et dont un des descendants sera chancelier d'Allemagne, le chancelier Hollweg, dans les années 1900. Je crois même que c'est ce chancelier qui, à la guerre de 1914, parlera de la violation de l'État belge par les armées allemandes en 1914 comme un chiffon de papier, parce que normalement l'État belge était protégé en tant que pays neutre. Donc c'est intéressant de voir ça, que Mayer Amschel Rothschild, avec ses 5 fils, vont littéralement diffuser, de par leurs activités financières, un idéal de vie et le principe de la Haskalah via les frères asiatiques. Et il y a un élément quand même révélateur de cette importance de cette époque. Il y a eu en 2018 un document de l'agence Reuters sur la vente des activités fiduciaires de la famille Rothschild. Et donc, en fait, ça annonçait déjà les grands bouleversements qu'on allait subir en 2019 et après 2019 avec l'affaire du Covid. Et l'agence Reuters n'hésite pas à affirmer, à écrire qu'en dehors de cette vente de ces activités fiduciaires, la famille Rothschild, avec à sa tête Nathan Mayer, cette famille Rothschild a financé les armées britanniques pour écraser Napoléon Ier. Et une question que je voudrais te poser, David, selon toi, pourquoi la famille Rothschild a choisi l'Angleterre pour écraser Napoléon, qui était quand même un agent de la Révolution? Pourquoi il n'y a pas eu un accord tacite? Pourquoi ils ont privilégié l'Angleterre et non pas Napoléon, qui était quand même un digne fils de la Révolution de 1789? Pourquoi ce choix anglais et non pas ce choix français? Des questions, hein, c'est... Ouais. Je ne sais pas. C'est une grande question, parce que pourquoi l'Angleterre? Ça, c'est une question du début. C'est une histoire qui est assez ancienne. C'est le pays de roi Arthur. Oui. Alors, de John Dee, même dans notre siècle, ça continue à être les Anglais. C'est quand même les Anglais. Comme la table ronde qui a été créée par Cecil Rhodes, c'est encore pour ramener le pouvoir à l'Angleterre. Quand on voit qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, encore c'est l'Angleterre. Ça a l'air que tous les pays participent au complot occultiste luciférien. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie.
Mais pourquoi c'est toujours l'Angleterre qui gagne, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un choix, pour le moment, des élites juives à utiliser en priorité les élites anglaises pour leur politique? Ouais. En raison de la diffusion de la langue anglaise dans le monde, en raison de la diffusion du protestantisme, de la maçonnerie, et qu'un jour, eh bien, l'Angleterre n'intéresse plus ces élites anglaises et qu'elle se débarrasse de l'Angleterre. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va peu à peu avancer. La victoire de 1815 à Waterloo par les Anglais, c'est l'année du démarrage véritable de la conquête du monde par les Anglais. Alors certes, ça avait bien commencé avant, mais la France freinait encore le processus. En 1815, la France est définitivement battue. Et là, on a véritablement une royauté anglaise qui se lance à la conquête du monde via les Rothschild. Il est intéressant de noter que je crois que c'est le petit-fils ou arrière-petit-fils de Nathan Mayer, celui le fondateur de la dynastie anglaise Rothschild, qui s'appelle donc Alfred Rothschild, qui devient en 1868, à l'âge de 26 ans, le patron de la Banque d'Angleterre, à 26 ans. C'est absolument extraordinaire. Et il y a un élément qu'il faut souligner, c'est que l'Angleterre a accepté l'unité allemande avec le chancelier Bismarck. Le chancelier Bismarck qui bénéficiait d'un banquier et secrétaire particulier qui était juif, qui s'appelait Bligh Schroeder, et qui avait été proposé par la famille Rothschild comme conseiller financier. Et quand on lit des ouvrages là-dessus, et entre autres le fameux livre de Fritz Stern, L'or et le feu, je crois, je suis pas tout à fait sûr du titre, sur Bligh Schroeder, et il explique que toutes les guerres de Bismarck, 1864 contre le Danemark, 1866 contre l'Autriche des Habsbourg et 1870 contre la France, c'est Bligh Schroeder qui les a financés avec l'appui des Rothschild. Et que lorsque les Français ont été battus en 1870, la cour de Prusse, le roi de Prusse Guillaume Ier et Bismarck et l'état-major prussien se sont installés dans la propriété privée des Rothschild en France. J'ai plus le nom en tête, mais c'est là on voit, et que l'information je la tiens d'un diplomate allemand qui s'appelait Maurice Busch B-U-S-C-H, qui a écrit un livre intitulé Les Mémoires de Bismarck. En fait, à ne pas confondre avec Pensées et souvenirs, qui sont les Mémoires de Bismarck, mais rédigés par lui-même. Les Mémoires de Bismarck, ça a été rédigé par un conseiller du chancelier Bismarck, Maurice Busch, qui explique très bien cette collusion entre le monde juif et Rothschild, et Bligh Schroeder en particulier, avec Bismarck. Et c'est là aussi, je suis étonné, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, pourquoi l'Angleterre a permis l'unité allemande, parce que cette unité allemande, avec le Deuxième Reich, créé le 18 janvier 1871 à Versailles, eh bien, cette Allemagne unifiée, cette petite Allemagne du chancelier Bismarck, finalement, a été une menace très grande pour la politique britannique. Et on voit en particulier cette menace lorsqu'on lit les carnets complets du fondateur du sionisme, Theodor Herzl, où il y a deux clans juifs qui s'opposent, un clan sioniste pro-allemand qui veut une Palestine de langue allemande avec le contrôle du pétrole, parce que fin 19e, début 20e siècle, on passe du charbon au pétrole. Dans la production, à l'époque, les connaissances de l'époque, le pétrole était en Mésopotamie, l'actuel Irak, et puis aussi le contrôle des voies ferrées. Et il y avait un clan sioniste anglais qui voulait la même chose, mais sous l'égide de Londres. Et c'est presque dommage, j'ai pas le livre sous la main parce que j'aurais fait la citation, enfin je vais donner la citation, mais je restitue de mémoire, où à un moment donné, Theodor Herzl, et on va parler ensuite de sa politique, parce que Theodor Herzl n'est que un maillon d'une très longue chaîne du monde juif en lien avec la Kabbale, etc. C'est intéressant de lire que Theodor Herzl regrette cette opposition entre le clan sioniste pro-allemand et le clan sioniste pro-anglais, et il précise qu'il espère
une entente germano-anglaise, mais que peut réserver l'avenir, etc. Enfin bref, il sait très bien que ça va se terminer en guerre. Et ne pas oublier aussi, quand on étudie le 19e siècle et début 20e siècle, et pour comprendre notre situation actuelle, c'est la profonde opposition du monde anglo-saxon au monde russe, qui commence dès 1853 avec la guerre de Crimée, où l'empereur Napoléon III est le soldat de l'Angleterre. Et la Crimée, en fait, c'est la volonté entre autres, que la Russie n'accède pas aux mers chaudes, entre autres la conquête de Constantinople, et que cette politique va perdurer jusqu'à aujourd'hui, via la Première Guerre mondiale, via la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui l'Ukraine n'est que la manifestation, la énième manifestation d'une rivalité profonde au sein de différentes factions oligarchiques et mondialistes, germaniques, anglo-saxonnes, russes, sans oublier la Chine. Je l'ai fait très large, on ira un peu plus loin après. Je pense qu'il y a une autre possibilité, c'est que l'Angleterre est la capitale de la franc-maçonnerie. Parce que quand on avait parlé du mariage alchimique entre Elizabeth Stuart et Frédéric V. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est que ce mariage-là a produit parmi les régnants les plus importants de l'histoire moderne. Alors, premièrement, Frédéric le Grand, Georges le Premier, qui est devenu roi de l'Angleterre, et puis aussi le duc d'Orléans. Ah oui. Le duc d'Orléans, c'est vraiment une histoire très intéressante parce qu'il y a des familles d'Orléans en particulier. Ça commence vraiment avec Philippe le Premier. C'est lui qui a été mentionné comme le successeur du Temple, de l'ordre du Temple, par le fameux charte d'Arminius. Et puis, lui aussi, il était frère c'est quoi, son frère, c'était Louis XIV, je pense, qui était aussi le roi Soleil. Oui. Alors, toute cette famille-là, il y a toutes sortes c'est une famille luciférienne. Alors, même Philippe le Premier, il était marié ou associé avec Madame de Montespan. Je pense que c'est comme ça. Le frère Louis XIV. Le frère Louis XIV était marié à la Palatine. Et Montespan était marié à Louis XIV. OK. Alors, c'est qui a marié Madame de Montespan qui fait partie de l'affaire des poisons? Oui. Très intéressant, qui a été accusé de pratiquer des messes noires. Alors, c'est ça, c'est comme ça cette famille-là. Et puis, le duc d'Orléans, encore, il fait partie des Illuminés. Et c'est quoi, Philippe Égalité, qui a été joué un rôle central de la Révolution française. Oui, il était aussi lié avec, comme plusieurs de son temps, Samuel Jacob Falk, le franquiste.